Dans cette vidéo, nous allons présenter les notions d'intervalle de confiance et de test. Nous commençons par les intervalles de confiance qui sont plus faciles à comprendre. Précédemment, dans la partie estimation, on a vu comment construire des estimateurs et mesurer leur performance. On dispose donc, par exemple, d'un estimateur G-chapeau d'une quantité G. Une information que l'on souhaite alors obtenir est de savoir si le vrai paramètre appartient à un intervalle I-chapeau contenant notre estimateur. On veut par exemple garantir que la probabilité que le vrai G appartient à I-chapeau est une probabilité plus grande que 95%. On peut alors définir précisément un intervalle de confiance de la façon suivante. Pour cela, il faut se donner un niveau de confiance alpha. C'était par exemple 5% sur la diapo précédente. On dit alors qu'un intervalle I-chapeau est un intervalle de confiance de niveau alpha si I-chapeau est un intervalle qui est construit en fonction des données et qui vérifie la propriété suivante. La probabilité que le vrai paramètre Gθ appartienne à l'intervalle I-chapeau est plus grande que alpha. De plus, cette propriété doit être vraie pour tout état dans le modèle grand θ. En pratique, selon le contexte, le niveau de alpha choisi peut être 5%, 1%, 0,1% par exemple. Prenons le cas d'un sondage avec deux candidats, A et B, et qu'on modélise les choix des votants par des lois de Bernoulli. Ainsi, YI égale 1 si le IM candidat sondé vote pour le candidat A et 0 sinon. Cherchons à donner un intervalle de confiance pour le paramètre inconnu P du modèle, qui représente la proportion de votants qui ont choisi A. Un estimateur de P est par exemple la moyenne empirique des YI. Nous allons proposer un intervalle de confiance pour P, par exemple à 95% et centré en la moyenne empirique. Pour cela, on va utiliser une inégalité de probabilité classique appelée inégalité de Tchebychev. Cette inégalité assure que les déviations d'une variable aléatoire x par rapport à son espérance est contrôlée. Ces déviations ne peuvent dépasser un seuil delta qu'avec une probabilité plus petite que la variance de x divisé par delta au carré. Or, dans le cas d'un modèle de Bernoulli, si l'on applique cette inégalité pour la moyenne empirique, un peu de calcul sur la variance de la moyenne empirique permet de trouver un intervalle de confiance. Pour fixer les idées, si l'on prend n égale 1000 sondés et que la moyenne empirique valait 0,55, on obtient un intervalle de confiance qui est 0,48,062 pour le paramètre petit b. On va voir par la suite que cet intervalle est sûrement trop large et qu'on peut le raffiner quelque peu. Pour cela, nous allons considérer des intervalles dits asymptotiques et qui reposent sur le théorème central limite, souvent appelé TCL. Ce théorème est rappelé ici. Il s'applique pour des variables aléatoires, IID, Y1 et Yn, de carré intégrable, d'espérance mu et de variance sigma carré. Sous ces hypothèses, l'écart entre la moyenne empirique et l'espérance, normalisé par racine de n sur sigma, converge vers une loi gaussienne centrée réduite. Dit autrement, on peut donc approcher la moyenne empirique par une loi gaussienne centrée en l'espérance et de variance sigma carré sur n. Si l'on reprend l'exemple du sondage de type pile ou face, on peut alors utiliser le théorème central limite pour créer un intervalle asymptotique. Pour cela, il nous suffit de calculer de nouveau la variance de la loi de Bernoulli. En recentrant la moyenne empirique et en la normalisant par racine de n, divisée par l'écart type, la loi converge vers une loi gaussienne centrée réduite. Pour créer un intervalle de confiance de niveau 5%, on utilise donc les quantiles de la loi gaussienne associés à cette valeur. Il a été vu dans la partie probabilité que l'intervalle -1,96, 1,96 contient approximativement 95% de la masse de la loi gaussienne centrée réduite. En faisant de nouveau un petit calcul, on peut montrer que l'intervalle asymptotique obtenu est alors 0,52, 0,58. L'intervalle est plus petit que celui qu'on avait obtenu, il est donc plus précis. Passons à l'étude des tests. Dans cette partie, on va s'intéresser à tester des hypothèses, c'est-à-dire à essayer de valider ou d'infirmer des assertions sur notre problème au vu des données. Si l'on reprend l'exemple du pile ou face,
on pourrait se poser comme question, est-ce que la pièce est biaisée? C'est-à-dire qu'on formule une hypothèse nulle, H0, est-ce que P égale 0,5? Une question moins précise pourrait être, est-ce que la pièce est peu biaisée? Dans ce cas, l'hypothèse pourrait être P est compris entre 0,45 et 0,55. Associé à cette hypothèse, on nomme l'hypothèse alternative H1 la négation. Ainsi, dans le premier cas, H1 peut être P différent de 0,5, et dans le deuxième cas, P n'appartient pas à l'intervalle 0,45-0,55. Faire un test consiste alors à déterminer si l'on peut rejeter l'hypothèse nulle H0. On va donc chercher une région R pour laquelle, si les données Y1, Yn appartiennent à R, on rejette l'hypothèse nulle. R est appelée région de rejet. Dans le cadre des tests, il faut être prudent avec le vocabulaire. En effet, si l'hypothèse nulle H0 n'est pas rejetée par le test, on ne peut pas conclure que H0 est vrai. En effet, rejeter l'alternative H1 est souvent impossible car H1 est trop général. Dans le cas où H1 est l'intervalle 0,1 privé de 0,5, l'hypothèse est bien trop grande pour être totalement rejetée. Associé aux hypothèses H0 et H1, on construit des sous-parties de l'espace des paramètres correspondant à grand θ0 et grand θ1. Ces deux parties sont disjointes. En faisant un test, on prend une décision au vu des données. Le monde réel est partagé entre H0 où H1 est vrai, et un statisticien prend une décision d'accepter ou de rejeter ces hypothèses. On voit dans le tableau associé qu'on peut commettre deux types d'erreurs. Le premier type d'erreur, c'est de rejeter à tort l'hypothèse H0 alors que celle-ci est vraie. C'est l'erreur de première espèce, ou erreur de type 1. On peut aussi faire un deuxième type d'erreur, on ne rejette pas H0 alors qu'en fait c'est H1 qui est vrai. On parle d'erreur de type 2, voire de fausse alarme dans ce cas. On définit pour chaque type d'erreur le risque associé. Le risque de première espèce est la plus grande probabilité de rejeter l'hypothèse pour un θ dans l'ensemble grand θ0. On le note alpha. Le risque de deuxième espèce est la plus grande probabilité de ne pas rejeter l'hypothèse nulle pour des θ dans grand θ1. On note bêta, le risque de seconde espèce. Associé à ces quantités, on parle aussi de niveau et de puissance d'un test. Le niveau vaut 1, moins alpha, et correspond à la probabilité d'accepter à raison H0. On veut donc un niveau de test le plus grand possible. On appelle puissance du test la probabilité de rejeter H0 à raison. De nouveau, on veut que la puissance d'un test soit la plus grande possible. De manière classique, on cherche d'abord à construire un test de niveau 1- alpha. On cherche donc une statistique T de n dont on connaît la loi sous H0. On appelle statistique de test un tel Tn. On définit alors une région de rejet de niveau alpha, une région R, telle que sous H0, la probabilité que la statistique T de n soit dans la région R est plus petite que alpha. La règle de rejet associée est simplement de rejeter l'hypothèse nulle si T de n appartient à la région R. Pour rendre ce vocabulaire plus concret, reprenons l'exemple gaussien. On suppose que dans ce modèle, la variance est connue et vaut 1 par simplicité, mais que l'espérance, elle, est inconnue. On cherche à tester H0. L'espérance vaut 0. Si l'on observe n, y1, yn, iid selon la loi du modèle, alors sous H0, la statistique 1 sur racine de n fois la somme des yi suit une loi gaussienne sans trait réduite. En utilisant de nouveau les quantiles de la loi gaussienne à 95%, on peut créer une région de rejet en prenant pour R l'intervalle -1,96, 1,96. Numériquement, si l'on observe sur notre jeu de données que T de n égale 1,5, alors on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle, θ égale 0. Ce point termine la partie sur les tests. Nous verrons dans la prochaine vidéo une introduction au modèle linéaire, un des modèles les plus utilisés en statistique, mais également en machine learning.